Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Orange Grenadine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Dieppe, fondatrice de Terracoda, présidente de l'Epita Alumni, ambassadrice de Women for Tech et vice-présidente de l'Institut G9+. Bonjour Hélène. Bonjour. Peux-tu te présenter rapidement à nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour cette invitation, pour ce podcast. Alors, moi, je suis issue de l'Epita. J'ai eu un parcours au départ assez classique. Je suis devenue consultante dans le secteur bancaire, en informatique. Et ensuite, je suis devenue directrice commerciale d'un cabinet de conseil. Et en 2010, je quitte ce mode de salariat et je commence à devenir entrepreneur. Donc, je crée en 2010 ma première boîte, une ESN dans le secteur de la banque finance, parce que c'est le secteur que je connaissais bien. Et puis, j'avais ce réseau-là. Et ensuite, en 2012, on a créé le Prium Portage, qui est une société de portage salarial. Prium Formation, qui est une société de portage salarial pour les formateurs. Et Prium City, qui est une société de portage salarial pour les agents immobiliers. Donc, tout un écosystème autour du portage salarial avec une société aussi dans la tech où j'avais créé une boîte pour faire du développement sur mesure pour des clients à l'époque. Donc j'ai créé ces sociétés avec mon ex-compagnon. Voilà. Donc, du coup, on n'avait plus non plus la même vision à un moment donné. Donc, on a vendu le groupe l'année dernière à freelance.com. Et depuis l'année dernière, j'ai recréé d'autres sociétés. Donc, j'ai relancé Terracoda, qui est j'ai lancé Terracoda, qui est une société qui a deux offres. Une offre sur la Digital Factory pour développer des applications sur mesure pour les clients. Et puis une partie ESN, parce que je crois que pour proposer de la valeur aux clients, il faut être présent. Il faut les accompagner. Exactement. Et puis à côté de ça, j'ai aussi d'autres activités entrepreneuriales avec des copains. On a créé Stardust, qui est un accélérateur de start-up, mais plutôt sparring partner. Okay. Donc j'en parlerai après si tu veux. Avec plaisir. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi des activités associatives. Donc, je fais partie du 15 DSI, une asso que j'aime beaucoup parce que c'est des valeurs de partage, d'entraide. Et puis, dans la tech, on met en avant aussi les femmes dans la tech. Président des Epita Alumni. Donc, ça fait 2 ans que je suis présidente de cette association. Et puis, vice-présidente du G9+, qui est une association, un institut qui regroupe une vingtaine d'écoles, d'alumni, d'écoles d'ingénieurs de France et puis des écoles de commerce également. Et là, on fait des conférences. Voilà. D'accord. Un parcours très, très riche. Ouais. On va avoir un peu de temps pour nous expliquer. Tu vas avoir un peu de temps pour nous expliquer tout ça. Avec plaisir. Ça va être, à mon avis, un très beau moment qu'on va passer ensemble à écouter avec attention cette partie-là. On va commencer rapidement. Est-ce que tu peux nous dire les points clés de ta carrière en IT ? Ouais. Tu as parlé rapidement d'un passage de consultante à MOA, un peu de commerce en direction, et après création de tes sociétés. Ouais. Est-ce que tu as des étapes clés vraiment qui ont fait que ça a basculé d'un côté plus que de l'autre en fait sur la partie salariat entrepreneuriale ? Oui. Alors, si tu veux, moi quand j'ai quitté l'école, j'ai arrêté de coder. Voilà, donc j'ai commencé comme maîtrise d'ouvrage, business analyst, et c'est le côté je comprends le besoin métier et je le retranscris pour la tech, tu vois, et d'avoir ce background tech pour pouvoir le retranscrire facilement et puis avoir cette facilité d'échange, c'est hyper important. Donc je trouve que c'est plus facile pour des ingénieurs de faire les métiers de maîtrise d'ouvrage, gestion de projet, plutôt que quelqu'un qui vient d'école de commerce et qui veulent aller vers la partie ingénieur, quoi. Donc j'ai tout de suite été vers ce parcours-là. Et ensuite, dans l'entrepreneuriat, en fait, tu as des sujets tech qui viennent vers toi, tu vois, et c'est hyper intéressant. Et puis tu te dis, pourquoi pas les créer, pourquoi pas les monter. Donc je te donne un exemple. Terracoda, c'est une de nos activités. On fait du développement sur mesure en utilisant Faveo, qui est une technologie qui est créée par un ancien de l'école, un ancien de l'Epita, Yann Azouri. Et il m'avait présenté sa techno en 2011.
Et puis, je me suis dit, non, mais c'est génial. Et donc, du coup, j'ai créé une société pour travailler là-dessus, tu vois. D'accord. Donc, la partie tech, c'est vraiment en fonction des opportunités que je vais voir et me dire, ben voilà, est-ce qu'il y a un marché ou pas? Est-ce que cette technologie va faciliter, en fait, notre réponse et notre accompagnement vis-à-vis des clients? Et puis, est-ce qu'on y va ou pas? Ensuite, un de nos gros virages, c'est que dans le portage salarial, tu sais, le principe du portage, c'est que tu vas accompagner des indépendants qui veulent bénéficier du statut de salarié. Donc, du coup, quand ils ont des missions, ils vont trouver leurs clients, ils vont négocier leur prix. Et ensuite, ils viennent chez toi, on les salariés en CDI ou en CDD, on facture leur place, on transforme en salaire pour eux. Et donc, il y avait toute une polémique sur la transparence des coûts, des frais, des salaires, est-ce qu'il y a des frais cachés, etc., etc. Et nous, à cette époque, on a décidé de développer une plateforme sur mesure pour les salariés portés pour qu'ils puissent tout faire eux-mêmes et eux-mêmes faire leur propre paye avec un vrai simulateur de paye et avec des charges transparentes, etc. Et donc, ça a été un ERP vraiment développé sur mesure et qui va très loin dans l'automatisation. Donc, nous, on va utiliser la technologie pour automatiser des process et pour rendre la vie des collaborateurs aussi plus simple et puis pour qu'ils aient de la valeur sur d'autres métiers ou leur métier, quoi, tu vois, qui passent moins de temps à faire du manuel et voilà. Donc, les débuts de l'automatisation pour les indépendants et ça, c'est avec Prium. Oui. Ok. Et la partie Terracoda, du coup, c'est une nouvelle société, de ce que j'ai compris. Tu as commencé il y a 1 an. Oui, j'ai commencé il y a 1 an. Alors, si tu veux, quand j'ai quitté Prium, je suis devenue directrice des opérations de Faveod. D'accord. Parce que je connais bien les entrepreneurs, puis c'est une boîte que j'aime beaucoup. Et à un moment donné, je me suis dit, ah non, j'ai envie de recréer ma boîte. Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Exactement. Et j'en ai parlé à Yann et à Alice, les 2 fondateurs. Et je dis, en fait, je vais recréer une société et on va utiliser votre techno pour développer pour les clients. Voilà. C'est une techno qui est disruptive. Je pense que 2012, ça a été trop tôt. En fait, le principe de la techno, c'est que c'est une plateforme web en mode SaaS où tu vas conceptualiser en fait l'application que tu veux produire et ça va te générer le code source en temps réel, en Java, en PHP, en Ruby, enfin en plein de langages. Et donc ça fait beaucoup de choses et c'est encore très disruptif sur le marché. C'est difficile à vendre, c'est difficile à montrer la valeur aussi, tu vois. C'est compliqué parce que si tu vends ça à une entreprise, l'entreprise, elle va se dire, moi, je perds la notion de mon code et la connaissance de mon code, finalement. Bien sûr. Mais en même temps, tu leur dis, le principe, c'est que tu vas conceptualiser et tu gardes la conception, la logique, tu vois, et après, c'est la plateforme qui va produire. Après, ça peut ne pas correspondre à tous les besoins. Tu vois. Donc, c'est aussi d'être percutant, et c'est aussi ça, l'entrepreneuriat, c'est de trouver des bons cas d'usage, des bons clients, voilà, et dire, cette promesse, on peut vous la fournir, quoi, tu vois. D'accord. Donc voilà. Donc après, donc on utilise Faveod, mais on utilise aussi d'autres technologies. On fait du développement à façon également. On regarde aussi l'IA. Voilà, mes gars, ils utilisent aussi l'IA pour développer. Donc on utilise tout ce qui existe aussi aujourd'hui. C'est quoi, enfin, tu parles d'IA justement. C'est quoi pour toi le plus grand défi de demain par rapport à l'IA justement? Par rapport à ta société, par rapport au développement? Parce qu'aujourd'hui, moi je vois, je suis limite pas développeur et je suis presque capable de développer quelque chose grâce à l'IA. Bien sûr, et c'est formidable. Ah mais c'est génial. Oui, c'est clair. Non, et j'en connais pas mal autour de moi qui me disent, Hélène, je commence à développer des choses, des outils, des petits outils, ça commence, ça marche et tout ça, puis c'est génial de les voir, tu vois, produire. Et donc, en fait, il y a plusieurs sujets. Donc déjà, il y a le sujet un peu sociétal. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai mon fils, mon grand, qui a 18 ans, qui est rentré à l'EPITA d'ailleurs, en sup. Il utilise l'IA à bon escient, etc. Mais j'essaie de l'éduquer en disant, voilà, tu utilises de la bonne façon, tu vois. Parce que tu peux
les jeunes comme tout le monde, dire en fait, ma recherche et ma réflexion, ça va être basé sur l'IA. Tout ce que je vais dire, je vais regarder sur, par exemple, des enjeux géopolitiques ou tout ce qui se passe dans l'actualité. Je vais demander à ChatGPT, qu'est-ce que tu en penses, tu vois. Donc voilà. Donc c'est un problème, ça enlève sa propre réflexion et il n'a plus le regard critique. Exactement. Et puis de rechercher. Tu vois, rechercher l'info. Nous, ce qu'on a appris à l'EPITA ou à l'époque, c'est vraiment d'apprendre à apprendre, d'apprendre à rechercher, d'apprendre à creuser. À croiser les informations, la véracité. Exactement. Et d'avoir ce côté regard critique, tu vois. Et là, l'IA, c'est un peu ce côté où c'est la vérité, tu vois. Ouais, la vérité absolue. Exactement. Ouais, et ça pose problème. Et que ça soit dans le monde... à titre personnel ou dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel aussi, on a aussi ces enjeux-là. Maintenant, les cas d'usage, d'utilisation de l'IA, c'est extraordinaire, quoi. Tu vois, la recherche qui se fait autour, tu vois, la recherche au niveau de la santé, recherche détecter les cancers avec l'IA, ça accélère énormément de choses. Bien sûr. Donc, du coup, moi, je pense que les enjeux, ça va être de bien l'utiliser. Tu vois, toujours. Que ceux qui souhaitent développer avec l'IA posent les bonnes questions, tu vois, aussi. Ça, on dit ça depuis toujours. Les bons prompts. Les bons prompts et les bonnes questions. De faire attention aux hallucinations, tout ça. Et puis après, on va avoir un enjeu de consommation aussi. Parce que ça consomme énormément d'énergie. Ouais. Donc, on commence à en parler. Ça fait... et on va en parler encore dans les décennies à venir, tu vois, donc dans les années à venir. Tu es fortement impliqué dans la partie RSE, sur ta société? Alors, c'est une petite société, donc pas tellement, tu vois. Chez Prium, on a été impliqué pas mal sur plutôt la partie sociétale, plutôt qu'environnementale, mais on ne va pas avoir le choix. Tu vois. Ce que je vois, c'est que... les clients nous embarquent sur ce sujet de RSE, même si aujourd'hui, Trump, ne travaille plus ne souhaite plus travailler avec des entreprises qui sont RSE. Mais on va pas avoir le choix. On n'aura pas le choix, effectivement. Terracoda, tu nous en parles, c'est une équipe de combien de personnes à peu près? Une dizaine. Une dizaine de personnes. Donc la société a 1 an, forte croissance, je suppose. Moi, de ce que j'entends et de ce que je connais un petit peu de ton parcours, c'est que tu es quand même quelqu'un qui embarque beaucoup les gens avec toi, qui aime ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer les qualités qui vont être essentielles à un bon entrepreneur pour construire une équipe ou des choses comme ça? Alors moi, je pense que déjà, c'est d'avoir une vision. Tu vois, déjà, c'est d'avoir une vision et de la partager. Tu peux pas embarquer du monde avec toi si tu partages pas ce que tu veux faire. C'est hyper important. Et ensuite d'écouter. Tu vois, c'est vraiment d'écouter, d'avoir un regard, d'écouter le regard critique, tu vois, qui soit positif ou négatif, parce que tu t'améliores en continu. Donc il faut être agile. Il faut écouter les autres et puis tirer les objections ou pas des collaborateurs. D'avoir de l'empathie. En fait, je trouve que c'est hyper important, c'est de comprendre en fait tes collaborateurs. Si tes collaborateurs ne se sentent pas bien dans ta boîte, c'est qu'il y a un sujet. Tu vois. Est-ce que le sujet, c'est toi? Est-ce que le sujet, c'est l'organisation? Est-ce que le sujet, c'est le contexte? Est-ce que le sujet, c'est à titre perso? Enfin, voilà. Parce que un collaborateur qui ne se sent pas bien, c'est un collaborateur qui va mal faire son job. Tu vois. Donc, moi, je crois beaucoup au fait que les gens épanouis travaillent d'autant mieux, quoi. Donc... et de ne pas avoir cette boule au ventre, mais d'avoir cette super énergie le matin en allant au boulot. Et puis de dire, j'aime ce que je fais et puis je m'épanouis. Et ne pas hésiter à faire des feedbacks et donner de la reconnaissance, tu vois, parce que chaque humain a besoin de reconnaissance. Alors, quelqu'un qui entreprend recherche encore aussi plus. Un peu de reconnaissance. Je pense encore plus même. On a de l'ego et puis on a besoin de reconnaissance.
Mais ça veut dire aussi que tes collaborateurs, ils en ont besoin. Et donc, si voilà, ils travaillent bien et que tu les félicites ou tu leur dis, il y a un sujet qui ne va pas, je vais t'accompagner pour que tu t'améliores, ils se sentent reconnus, ils se sentent valorisés, ils vont encore s'impliquer encore plus. Et puis là, se crée la relation de confiance, tu vois. D'accord, très bien. Je vois très très bien de quoi tu parles. J'ai cette expérience et on a pu en parler avec Dorian dans les épisodes précédents sur mon parcours sportif, la reconnaissance. Et là, je suis coach aujourd'hui, donc je vois très bien. Et j'ai également la même chose au quotidien dans mon travail. Donc forcément, la reconnaissance est très importante. Bien sûr. Mais ça, pour moi, c'est même dans la vie de tous les jours, en Bien fait. sûr. Même avec tes enfants, ça doit être après la même chose. Du coup, tu as fait face à différentes difficultés quand même. Bien sûr. Est-ce que tu sais nous raconter des difficultés qui ont fait que tu as pu passer un cap, en fait? Tu as rebondi sur une difficulté et qui a fait que tu as rebasculé sur un côté positif et qui t'a emmené vers, je sais pas, une réussite énorme. Ouais, ou là où je suis aujourd'hui, mais... alors, au début, quand on a créé Priam Partners, il y avait deux choses. On était 3. Oui, alors, il y a eu plusieurs difficultés. On était 3 associés. Le troisième associé est parti au bout d'1 an. Voilà. Et parce qu'on n'était pas alignés. Et donc, ça a été 2 ans de procès. Ça a été très compliqué. Et donc, ça nous a fait perdre énormément de temps, de l'argent, etc. Et donc, moi, tu vois, quand on me demande, Hélène, quel est ton premier conseil quand je veux créer ma boîte, et je te dis, entoure-toi de bonnes personnes. Ouais. Voilà. Et si tu crées ta boîte avec des copains, parce que c'était un copain, fixe les règles. Mais vraiment. Et vraiment, envisage tous les scénarios. Tu te dis au départ, non, mais c'est un pote, ou c'est mon conjoint, ou c'est ma compagne, c'est un contrat de mariage. ça va se faire, il n'y aura pas de soucis, et puis on se connaît super bien. Non, c'est pas vrai. En fait, à un moment donné, ça peut capoter, il y a plein de sujets, tu vois, pour diverses raisons, d'implication, d'argent, enfin, de tout ça, quoi. Et donc, il faut vraiment fixer les règles de le capital, les sorties, la valorisation, enfin voilà, toutes les règles de sortie. Il faut prévoir tous les coûts, tous les cas possibles. Donc nous, on l'a pas fait. Donc, ça a été compliqué. Ça a été super compliqué. Donc, et puis, ça a été compliqué parce que c'était un copain. Et donc, voilà, relationnellement, personnellement, ça a été une rupture. Tu as une cassure non seulement professionnelle, mais du coup amicale aussi qui se crée. Affectif et amical. Bien sûr. Donc ça, il y a eu ce premier sujet. Ensuite, on a créé nos boîtes en 2010, post-crise subprime. Et à cette époque, déjà, toutes les banques fermaient les référencements. Donc, nous, on a signé un premier contrat avec BNP en direct. Génial. Voilà. Et puis, sans être référencés, et on nous avait dit à l'époque, non, vous êtes 3, c'est comme si vous étiez indépendant, passez par une société, etc., pour vous porter. Et on leur a dit, non, si vous voulez qu'on signe avec vous pour ce contrat-là, on veut signer en direct avec vous. Donc, c'est aussi, il y a des difficultés que tu rencontres, mais voilà, essayer de trouver les bons leviers, les bons scénarios, les bonnes stratégies, ou les scénarios de contournement, enfin voilà, ou les bons soutiens, tu vois. Ça, c'est hyper important, et toujours d'être positif. Tu vois, parce que souvent, tu te dis... voilà, j'ai une difficulté, mais tu peux aussi baisser les bras, quoi, tu vois. Tout à fait. Ou te dire, ça va pas marcher, et tout ça. Mais par contre, si tu es positif, tu trouves des solutions. Tu vois, moi, je dis souvent, je dis tout le temps d'ailleurs, chaque problème a des solutions. Voilà. Et il faut faut juste choisir la meilleure solution à ce moment-là. Tu vois, et peut-être que cette solution aurait été une autre solution plus tard, ou quand tu prends du recul, tu te dis, oui, j'aurais peut-être fait autrement, tu vois, bien sûr, mais à ce moment-là, c'était la solution, voilà. Et tu peux toujours réécrire l'histoire, mais tu apprends, voilà, tu apprends juste de tes échecs, et puis tu évolues. Après, la dernière difficulté que j'ai vécue, c'est ma rupture.
et puis la vente de Prium, du groupe Prium. Donc, là aussi, c'est un sujet, c'est que c'est compliqué de travailler avec son compagnon, tu vois, ou avec sa compagne. C'est H24 7/7. C'est H24 7/7. Et après, le sujet, c'est tu prends pas le temps de t'aligner, tu vois. Et ça aussi, j'en parle souvent, c'est quand tu entreprends avec des associés, faut pas hésiter à tous les 6 mois, tous les ans, enfin, tu vois, de façon régulière, de te dire, est-ce qu'on a la même vision ? Okay. Est-ce qu'on veut aller vers le même objectif, tu vois ? Il y a des gens qui veulent, à un moment donné, vendre. Il y a des personnes qui veulent continuer pendant 10, 20, 30 ans. Il y a d'autres personnes qui veulent quitter. Enfin, voilà. Est-ce qu'on est toujours aligné avec ce qu'on veut faire avec la société ? Et avec mon ex-compagnon, on a des enfants. Donc, du coup, c'est un mélange entre vie pro et vie perso. Et puis beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup de création, beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, quoi, au final. Et tu prends plus le temps. Tu es beaucoup dans l'opérationnel, dans la stratégie de la boîte. Mais après, tu te fais happer, en fait, personnellement. Tu vois, c'est ta boîte qui te guide, quoi. C'est plus toi qui... t'as presque plus les rênes, quoi. C'est la boîte qui te... Commande ta vie, en fait. Voilà, qui commande ta vie. Et donc, tu prends pas le temps de te poser et puis de dire, est-ce qu'on est toujours aligné, quoi. Okay. Et à un moment donné, on n'était plus alignés, vie pro, vie perso. Et donc, il y a des choix qui sont à prendre, qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Mais c'est aussi une autre étape de la vie, tu vois. Ouais. Et là, tu te dis... après, c'est peut-être la crise de la quarantaine, ça s'est passé il y a 2 ans, 3 ans. Mais tu te dis, c'est un renouveau, tu vois. Et tu te dis, OK, c'est un nouveau départ. Et donc là, tu lâches un peu prise et tu dis, voilà, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux pour toi ? Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants ? Qu'est-ce que tu veux pour tes proches ? Et tu te concentres un peu plus sur toi, tu vois. Et avec un rythme aussi qui est un peu différent parce que... comme tu travailles plus avec ton conjoint, ton rythme, c'est le tien. C'est ça. Alors que quand tu es 2, le rythme, c'est le rythme à 2. C'est le rythme du couple et c'est le rythme aussi de la société finalement, parce que quand toi tu veux faire un break, l'autre il continue de travailler sur la société. Exactement. Et en fait ça s'arrête jamais. Ouais. C'est un cercle à faire. Ok, très sympa, très, très intéressant comme échange. On va changer de casquette un petit peu, ça ne te dérange pas, on va enlever Terracoda, on va partir sur Women for Tech. Yes. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu es, l'ambassadrice que tu es de Women for Tech, ce qu'est Women for Tech, et la place de la femme pour toi au sein de l'IT? Ouais. Alors, il y a pas beaucoup de femmes dans la tech aujourd'hui. Alors, il y a des études qui disent que c'est 17% des personnes qui travaillent dans le numérique qui sont des femmes, ou 22%. Enfin, voilà, franchement, on n'est pas beaucoup. Il y a un sujet qui est majeur, c'est l'accessibilité de la tech pour les jeunes filles, tu vois. Il y a une étude qui a été faite par l'Ipsos et Epitech en 2021 qui disent que alors je crois que c'est un truc comme 73% des garçons disent qu'ils veulent aller dans des métiers d'ingénieur contre 43% de filles. Ouais, c'est faible. Alors qu'ils ont le même niveau, enfin, tu vois, les mêmes niveaux. Ils ont les mêmes compétences, finalement. Mêmes compétences, etc. Et en fait, les filles, elles se sentent moins capables d'aller vers des études d'ingénieur, tu vois. Elles se brident. C'est moins capable ou c'est parce qu'elles sont confrontées à un milieu masculin? Non, elles se sentent moins capables. Moins capables. Ouais. C'est marrant, hein. Elles disent, je m'en sens pas capable. D'accord. C'est fou, hein. Alors que les garçons, tout de suite, disent, oui, tu vois. Même ceux qui ont de moins bonnes notes que les filles, disent, oui, moi, tu vois, c'est... Notion d'ego et de fierté. Notion d'ego et de fierté, déjà, il y a ça. Je pense qu'il y a un sujet du cercle familial des parents. Et dans l'étude, on voit que les parents poussent les garçons à aller vers des métiers d'ingénieur et ne poussent pas les filles. Tu vois, spontanément, vont pousser les garçons. Et les filles, ils vont coucouner les filles en disant,
fais ce qui t'intéresse, épanouis-toi personnellement. On va prendre soin de la fille, mais on va pas la challenger. Alors que le garçon, on va le pousser à dire OK. Donc ça, je dis pas que tout le monde, et je pense que c'est peut-être pas ton cas, mais... Je vais prêcher pour ma paroisse, en fait. Mais est-ce que c'est pas parce qu'un garçon est un peu plus feignant, du coup, on va le pousser un peu plus, alors que la fille, elle est plus studieuse? Ouais, peut-être. Et du coup, on lui dit, de toute façon, fais ce que tu veux, tu vas réussir. Alors que le garçon, finalement, on va dire, non, mais va dans un métier qui va marcher, et l'IT, dans les années... Moi, je suis issu des années 2000, donc forcément, je parlais pour moi, mais c'est quelque chose qui va forcément marcher, c'est l'IT, vas-y, fonce, quoi. Ouais. Peut-être, mais le résultat est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de filles qui vont vers les métiers d'ingénieur. Et aujourd'hui, les études montrent que les filles ne se sentent pas capables, tu vois. Et elles n'osent pas. Il y a de ce côté ne pas oser, quoi. Okay. Donc, du coup, c'est pour pouvoir y arriver, donc il faut que les parents aussi en parlent, tu vois, et accompagnent les filles en disant, t'es capable d'aller vers un métier d'ingénieur. Au contraire, c'est un secteur qui est hyper enrichissant. Tu peux faire énormément de choses. Tu peux entreprendre, tu peux créer, tu peux faire beaucoup de choses. Travailler dans le numérique, c'est l'avenir, quoi. Tu vois, c'est l'avenir depuis des années et ça sera encore l'avenir demain. Et puis, il y a aussi le corps enseignant, les professeurs. Moi, tu vois, typiquement, quand j'ai dit que je voulais faire EPITA, à l'époque, j'étais en terminale, on m'a dit, mais Hélène... l'informatique, c'est pas fait pour les filles, va faire une école de commerce, tu vois. Ouais. Et c'était mon CPE. Ouais, il y a une problématique au niveau orientation et côté école. Et ça existe encore, tu vois. D'accord. Qu'est-ce que vous faites côté Women for Tech pour combattre ça? Déjà, il faut montrer des rôles modèles. Tu vois. Et c'est Women for Tech du 15 DSI. C'est de montrer des rôles modèles, c'est de mettre en avant des femmes qui ont ce parcours-là, qui ont réussi, mais pas, tu vois, des femmes stratosphériques, inaccessibles, en fait. Tu vois. Qui paraissent accessibles. Voilà. Il faut que ce soit des femmes qui soient accessibles, peut-être des femmes issues de la diversité. Moi, tu vois, moi, je suis née dans le 93, à Épinay. Voilà, des parents immigrés. J'ai habité dans un HLM et tout ça. Donc, c'est aussi de montrer que même si tu es dans un milieu pas favorisé, qui a des difficultés, tu peux quand même réussir si tu t'en donnes les moyens. Peu importe le milieu social. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est hyper important. Donc, c'est de montrer, d'avoir des rôles modèles. Et ensuite, j'accompagne des associations aussi à côté. J'accompagne une association que j'aime énormément. Ça s'appelle Prologin. Je fais un peu de pub pour eux. Vas-y. On est là pour ça. OK. Donc, Prologin, c'est une association qui est présidée par Valentin Seux. D'accord. Et c'est une association qui organise des stages Girls Can Code. Et ils font des stages à titre gratuit pour toutes les jeunes collégiennes et lycéennes pour qu'elles puissent s'initier au code pendant 2 jours, un week-end Python. Donc, elles développent des petites cartes, un petit module, des petits jeux, etc. Et souvent, j'interviens pour parler de mon parcours, tu vois, et pour dire aux jeunes filles, oui, je suis une femme dans la tech, je suis pas... j'étais geek, je suis pas geek. Tu vois, je suis féminine, etc. Ça existe, en fait. Ouais. Et pour casser aussi ces stéréotypes-là. Et donc, pour montrer aussi que j'ai un parcours d'entrepreneur, mais la tech m'a aussi servi pour aller vers ce parcours-là. Et l'entrepreneuriat, les boîtes que je crée, c'est dans la tech, tu vois. Ouais, donc voilà, donc c'est génial parce que des fois, je rencontre des jeunes filles à l'EPITA et elles me disent, écoute Hélène, c'est suite à Stage Girls Can Code que je suis venue à l'EPITA et tout ça. Donc je suis très fière, tu vois, de pouvoir susciter un peu ce type d'envie et d'ambition. Voilà, donc ça, c'est les sujets majeurs, c'est d'accompagner un peu... les jeunes filles. Après, Terraconda, on développe la plateforme Tech pour toutes, qui est une plateforme, qui est un gros programme ministériel et qui est une plateforme pour inciter
des jeunes filles à aller vers la tech. Donc, il y a du mentorat, il y a du tutorat, il y a de l'accompagnement, il y a de la formation et tout ça. Et c'est piloté par la fondation INRIA. Et l'idée, c'est d'accompagner 20 000 jeunes filles dans la tech d'ici 2029. D'accord. Voilà, donc c'est un super programme avec Numéum et FAMAT numérique et tout plein d'associations. Et c'est la fondation INRIA qui va organiser tout ça, l'accompagnement. Donc je suis très fière de développer, de faire partie de ce projet. Bravo, félicitations à toi. Tu es également, du coup, tu as évoqué EPITA. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, tu es la présidente de l'EPITA Alumni. Oui. Donc, ça veut dire, c'est quoi ton rôle exactement, le président de cette alumni? Alors, l'association EPITA... Alors, EPITA Alumni, c'est à peu près 8000 alumni. Et donc, aujourd'hui, le rôle de l'association, c'est de fédérer les anciens, d'organiser des événements pour qu'ils puissent se réunir, de leur permettre de créer des opportunités business, d'organiser des conférences thématiques, et puis d'organiser des moments de partage, des after-work, on va aller dans des bars et tout ça. Et puis également, comme il y a beaucoup d'alumni partout dans le monde, tu vois, on essaie aussi d'organiser des soirées au nom de l'association, mais pour regrouper les alumni de New York, du Québec, etc., etc. Et en région aussi. Donc c'est de montrer les parcours, tu vois, c'est de faire rayonner l'école, parce que on est aussi fiers de faire partie de cette école. Et puis, beaucoup d'entraide et de partage. Le problème d'une association d'anciens, d'une école d'ingénieurs, c'est qu'on n'a pas cet état d'esprit, de corps, qu'a les écoles de commerce, tu vois. ESSEC, HEC... Chacun part dans son coin. Exactement. Et même à l'inverse des polytechniques. Sauf Polytechniques qui sont extrêments bons. mais les écoles de commerce, ils sont éduqués là-dedans. Tu vois. Ils se disent... ils ont été éduqués avec le réseau. Ouais, ils ont besoin de leur réseau pour rayonner. Exactement. Ce qui est moins vrai c'est pas vrai. Dans les idées reçues, c'est moins vrai dans la tech, parce qu'en fait, on fait son bonhomme de chemin tout seul. À travers ses compétences. Exactement. Alors que le réseau est une partie prenante de la réussite. Bien sûr. Notamment dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et du coup, c'est difficile aussi de mobiliser des personnes au niveau du réseau. Mais on essaye d'éduquer les plus jeunes, tu vois. Donc, j'essaye aussi de présenter l'association auprès des jeunes et de leur dire que, tu vois, typiquement, quand ils recherchent des stages, aller chercher au niveau des alumni, tu vois. Et c'est un premier réseau. Ouais. Et c'est un premier pied à l'étrier pour faire travailler un réseau. Et là, du coup, ils voient, en fait, la force du réseau, l'efficacité. Et je leur dis souvent que quand vous allez postuler pour des stages et que si vous contactez un alumni EPITA, il va avoir plus de bienveillance parce que vous venez de la même école, tu vois. Il y a un sujet là-dessus. Bien sûr. Une dernière casquette? Non, t'as deux casquettes encore. C'est une femme pleine de ressources. VP du coup de G9+. Ouais. Explique-nous G9+. Alors G9+, le président est Didier Carré. Et en fait, c'est une association qui regroupe justement des associations d'alumni. Voilà. Et G9+, c'est un institut qui va organiser des conférences thématiques sur de la tech et les enjeux politiques, géopolitiques, etc., mais beaucoup dans la tech. Et puis les associations organisent elles-mêmes leurs propres conférences qu'on publie aux autres associations, tu vois. Donc c'est hyper intéressant, tu vois, des anciens d'EPITA peuvent aller voir des associations d'HEC, d'ESSEC. On peut faire des conférences croisées. Aussi. Donc, par exemple, typiquement, on a fait des conférences sur le quantique chez Soprasteria. Là, on organise avec HEC des conférences dans la cyber. Enfin, voilà. Donc, c'est hyper intéressant. Et il y a de belles personnalités qui interviennent aussi. Et le G9+, travaille aussi avec d'autres associations comme Numéum, FAMAT numérique, l'IESF, qui est l'Institut des
des écoles, c'est l'association des ingénieurs scientifiques de France. Je ne connais pas ça. Donc, en fait, c'est le représentant des ingénieurs en France. D'accord. Ouais, vous ne connaissez pas, mais non, c'est vraiment ceux qui vont représenter les ingénieurs en France. Ok. Et il nous restera du coup ce rôle de business angel, je crois que tu es, à travers Stardust, si j'ai bien compris. Non, à titre perso. À titre perso. Et puis il y a Stardust à côté. Alors du coup, les deux sont reliés. En fait, j'ai créé avec 4 copains Stardust. L'idée de Stardust, c'est de dire, on va accompagner les startups dans leur développement. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'avais créé Terracoda, nous, on avait déjà accompagné une startup, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui avait une idée, vraiment bien travaillé, mais qui n'avait pas les moyens tout de suite pour développer sa solution. Et donc, moi, je lui dis, écoute, je le fais avec Terracoda, mais je vais investir pour le faire, etc. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi j'industrialise pas le truc? Tu vois, il y a quand même pas mal de personnes qui veulent créer des boîtes, qui ont des idées hyper novateurs, tu vois, mais qui n'ont pas l'équipe, parce que c'est super dur d'avoir une équipe tech, d'avoir un bon CTO, de recruter les bons profils. Enfin, voilà, c'est super dur, surtout quand tu n'as pas les moyens. Toujours le même problème initial. Et donc, du coup, on s'était dit au début, on va créer une société où on va être un peu le startup studio, tu vois, mais on va développer la tech pour eux qui va leur appartenir, etc. Et on va les accompagner jusqu'à leur levée de fonds. Et petit à petit, on s'est dit qu'en fait, les startups, elles n'ont pas besoin que de ça. Elles ont besoin aussi d'être accompagnées dans la tech, mais elles ont besoin d'être accompagnées sur la partie RH, de recruter les bons profils. Sur toutes les structures, exactement. Sur toutes les parties prenantes. Sur l'organisation, sur la levée de fonds, sur leur stratégie, sur leur vision, sur comment pitcher, etc., etc. Et donc, du coup, on a créé Stardust. Et l'idée, c'est aussi donc d'être sparring partner des startups, mais également d'avoir des partenaires qui sont des investisseurs, tu vois, pour leur dire, voilà, c'est des startups qu'on accompagne de A à Z, donc on a aussi ce tampon-là, tu vois, avec toute l'équipe qu'on a. Donc voilà, c'est un projet qu'on mature, qu'on a lancé, sur lequel on est en train de maturer, et je trouve que c'est hyper intéressant. Et à côté de ça, oui, je suis business angel, j'ai investi dans 3 startups aujourd'hui que j'aime beaucoup. Sinon, j'aurais pas investi. Tu peux les nommer si tu veux. On leur fera un petit coucou. Tu peux les nommer, on va leur faire un petit coucou. Alors, P4S, Seifi et Sonar. Ok. Voilà. Seifi est tu m'as parlé de Seifi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Ouais, j'adore. Si tu peux nous expliquer un petit peu rapidement. Alors, Seifi, pour la petite anecdote, le patron, le président de Seifi, c'était mon ancien alternant chez Prium. Il était à Lyon. Et quand on était à Lyon, il m'a parlé de son projet. Et puis, je me dis, c'est génial, tu vois. Mais, tu sais, t'as un peu le truc, c'est ton alternant, il est encore étudiant, etc. Bon. Et puis, il quitte Prium. Et puis, j'ai plus de nouvelles. Et à un moment donné, je vois Seifi récompensé au CES de Las Vegas. Ils ont gagné le prix Human Safety. Canon, tu vois. Et donc là, j'ai eu un petit sentiment de fierté et tout ça. Et donc, j'ai contacté Luc qui m'a présenté son produit. Et en fait, c'est une coque que tu colles à ton téléphone. Et c'est une coque d'anti-agression. Donc, voilà, si quelqu'un t'agresse, tu appuies sur un bouton, ça émet une alarme, enfin une alerte de, je crois c'est 90 décibels, tu vois, donc c'est quand même costaud, puissant, quoi. Ouais. Et puis avec tout un soft où tu vas avoir tes copains, tes amis, tes contacts comme contacts proches. Donc, quand tu appuies, tes contacts proches, ils sont alertés. Quand tu es, par exemple, des cas d'usage, je vais chez toi, et puis tu me dis, Hélène, envoie-moi un message quand tu arrives chez toi. Et je peux activer la localisation, le temps de, tu vois. Donc, tu sais tout de suite que je suis chez moi, etc. Tu peux aussi enlever le son, parce que s'il y a des personnes qui sont agressées à la maison, tu vois, tu peux avoir des agressions familiaux et tout ça, familiales. Enlever le son, mais ça enregistre le son et l'image. Ça stocke et puis ça fait des preuves pour la police,
tu vois. Voilà, si tu fais tomber ton téléphone et que tu l'as pas ramassé au bout de quelques minutes, bah, ça émet une alerte à ton entourage parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Donc j'aime beaucoup parce que c'est pas dédié qu'aux femmes, en fait. C'est vraiment dédié à tout le monde. Non, c'est un sujet de société, en fait. Ouais, à tout le monde. C'est dédié aussi aux enfants, c'est dédié, voilà. Et après, ce qui est vraiment... J'aime beaucoup parce que le fondateur, Luc, il habite à Marseille. Voilà, il a eu des proches, sa famille qui se sont fait agresser. C'est un quartier un peu chaud à Marseille. Et donc, il a voulu créer un outil de protection, mais en même temps accessible, tu vois. Donc, le coût de l'accueil, je ne veux pas te dire de bêtises, parce que je n'ai plus en tête, mais ça doit être autour de 60 euros, quelque chose comme ça. Un coût d'acquisition de la coque, et après, c'est un abonnement mensuel. Voilà, un abonnement mensuel et tout, hyper accessible. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder Safety, c'est une super société. Je suis convaincu qu'ils le regarderont. On va changer un peu d'horizon, on va passer sur un moment un peu plus léger. L'instant Orange Grenadine, tu connais un peu le concept. Donc des questions qui n'ont plus rien à voir forcément avec l'IT, mais des questions un peu plus personnelles. Ok. Est-ce qu'il y a un livre, un mentor ou une expérience qui t'a marqué pour ta vie? Oui, j'aime... Alors, à une époque, j'ai beaucoup lu Mathieu Ricard. Là, j'improvise, tu vois. Vas-y, c'est le but. Ok, donc j'ai beaucoup lu Mathieu Ricard. En fait, c'est un moine français, voilà, qui est un conseiller du Dalai Lama. Et donc c'était une période où j'avais quelques problèmes de santé et ça m'a fait un bien extraordinaire, en fait. Et beaucoup de travail sur soi et puis de prise de recul, tu vois. J'ai eu des choses assez complexes quand j'étais jeune et ça me... Ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul et à voir la vie positivement, en fait. C'est le bouddhisme un petit peu derrière, de toute façon. Ouais, et j'adore. En fait, c'est d'être positif. Tu vois, je suis pas bouddhiste, je crois pas à la réincarnation. Alors, peut-être que j'espère, mais bon, voilà. mais après, j'ai les traditions bouddhistes, de famille et tout ça. Mais j'aime beaucoup cette philosophie, d'être positif, quoi. Et puis de lâcher prise et d'apprendre de ses erreurs et tout. Tu vois. Je me retrouve beaucoup dans cette philosophie sans être bouddhiste de toute façon. C'est plus, mais comme tu dis, c'est plus une philosophie qu'une religion. Exactement. Après, les mentors, non, c'est les rencontres. Tu vois, j'adore les rencontres. J'adore la rencontre avec toi. Avec moi. Voilà. Merci, c'est gentil. Mais j'adore les rencontres parce que je trouve que toute personne est une telle richesse, tu vois, et t'apporte énormément. Tu vois, là, aujourd'hui, je travaille toute seule. Enfin, même si j'ai des collaborateurs, mais je suis toute seule avec moi-même, etc. Et donc, ChatGPT est là pour t'aider, pour réfléchir. Donc, mais ChatGPT me donne pas cette énergie, tu vois. Je suis d'accord. Et quand tu travailles à 2, à 3, etc., tu te retrouves et tout, même si tu travailles pas sur le même sujet, et tu as l'énergie, en fait. Il y a des impulsions qui se créent. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Tu donnes de l'énergie à l'autre qui te redonne et tout ça, c'est hyper important. Et voilà. Donc, pour moi, c'est les rencontres et savoir écouter les opportunités, tu vois. Savoir écouter, se dire que les difficultés sont aussi des opportunités. No means next opportunity. Ouais, exactement. C'est le cadeau des épreuves. Tu vois. Et voilà. On m'a dit ça une fois, c'est le cadeau des épreuves. Est-ce que si tu détectes le cadeau que l'épreuve dans laquelle tu vis, en fait, tu deviens encore plus résilient, plus fort, plus positif et tout ça, quoi. Ouais, c'est très bouddhiste quand même. C'est très philosophie bouddhiste. Une passion ou des passions? Je lis beaucoup. Voilà, je lis. Alors j'adore les romans policiers, j'adore les thrillers, j'adore les trucs de sang et tout. Enfin moi voilà. J'ai écouté beaucoup de podcasts sur On te la raconte et tout. Enfin bref, c'est horrible. J'ai dormi avec. J'ai fait des cauchemars avec. Et j'ai arrêté de dormir avec parce que ça fait des cauchemars.
J'aime beaucoup. Je rejoue au piano, très amatrice. Hein, je pas douée du tout. Mais bon, ça me fait un bien fou. J'adore dessiner. J'ai un côté artistique, tu vois. J'adore dessiner, j'adore peindre. J'ai vu tes créations. Je sais que. Voilà. C'est sympathique. C'est sympathique. Une musique? Glory Box de Portiched, le porte-étendard de la trip-hop. J'aime beaucoup la trip-hop. Ok. Et j'aime beaucoup ce morceau-là qui est vachement sensuel et enivrant. Et je veux juste être une femme. Enfin voilà, j'adore. J'aime beaucoup. J'aime la voix de la chanteuse. Portiched, ouais, sacrée voix. Un endroit où tu aimerais vivre? Ici, en fait, là, tu vois. J'aurais voulu vivre ailleurs, j'aurais été ailleurs. En fait, d'accord. Tu vois. Là où tu es aujourd'hui te convient très bien. Ouais. Si je suis aujourd'hui, c'est que j'ai fait le choix d'être là, tu vois, d'être ici. Tu vois, j'aurais voulu vivre à New York, je suis partie à New York, tu vois, la vie est faite de choix et tu choisis, quoi. T'es à l'aise dans tes baskets et tes choix que t'as fait. Ouais, je suis bien. Ça marche. Et une petite dernière question sur la partie Orange Grenadine. Un conseil que tu donnerais à ton toi il y a 10 ans? De ne pas avoir peur, tu vois. Alors, c'est marrant parce que tu n'as pas l'air d'être une femme qui a peur, en fait. J'ai eu peur quand j'étais petite. En fait, je suis quelqu'un de très timide et extrêmement réservé. Ça se voit pas du tout. Et parce que j'ai pris confiance en moi, tu vois. Mais quand j'étais petite, en fait, quand je parlais devant les copains de classe, je devenais toute rouge. J'avais mon cœur qui battait. Et je suis encore aujourd'hui, tu vois, quand la dernière fois j'ai fait un pitch devant les 40 ans de l'EPITA, etc. On m'a dit que ça s'est bien passé. J'étais super contente à la fin. Mais t'as toujours le trac. Et ça, c'est normal, tu vois. C'est normal. Mais j'avais vraiment, vraiment, vraiment le trac. Et le regard des autres, tu vois. Et si je pouvais dire quelque chose à la personne 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, c'est n'aie pas peur du regard des autres. Ça, c'est un bon conseil. J'aime ce conseil. Merci Hélène. Je t'en prie. Un échange très riche, très intéressant. Adoré. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, on va faire 2 petites dernières questions. Ok. Quel dernier conseil tu pourrais donner à nos auditeurs pour qu'ils réussissent ou s'ils ils doivent faire face à différentes difficultés, quel dernier petit conseil tu leur donnerais? D'être toujours positif. D'accord. Et quelle est ta vision de l'IT de demain? La vision de l'IT de demain, ça bouge. Hein. Ça bouge. Hein. Ça bouge de dingue. C'est dur. Hein. Allez dire cette dernière question. Ouais. Alors, du coup, moi je vais te donner aujourd'hui ce que moi je vois dans mon contexte. Il y a un sujet de refonte de legacy, tu vois. Il y a quand même... moi, je vois que ça soit même des PME, tu vois. Une grosse dette technique. Une grosse dette technique, tu vois, qui sont sur des vieilles technos et tout. Donc c'est de choisir les bonnes technos, c'est c'est beaucoup d'investissement aussi, tu vois. Et t'as peur d'y aller et tout ça. Mais en même temps, si t'y vas pas, tu vas accroître ta dette technique. Donc faut passer le pas, quoi. Après, il y a plusieurs scénarios possibles et tout ça. Mais il y a un vrai sujet de refonte de legacy. Donc, Terracoda, on essaye d'y répondre en partie. Après, il y a bien entendu l'IA, qui n'en parle pas. Même les enfants en parlent. Mais il y a bien sûr l'utiliser à bon escient, tu vois. Et puis ça va s'accélérer de toute façon, ça va être incroyable, tu vois. Ce qu'on vit aujourd'hui, il y a 5 ans, on n'aurait pas pensé, quoi. C'est sûr. Donc dans 5 ans, ça sera encore autre chose. Moi, j'ai hâte d'y être. Ouais. Donc ça va être extraordinaire. Je pense qu'il y a la cryptographie post-quantique, tu vois, c'est vraiment des sujets majeurs. Ça va aussi des sujets géopolitiques, tu vois. Donc, je pense que la géopolitique va jouer un
on va avoir une charnière clé là sur les 4 prochaines années, les Bien 4-5 sûr. prochaines années sur la partie géopolitique. Oui. Et puis, tu vois, à partir du moment où tu as un ordinateur quantique qui peut casser la crypto, enfin les algos crypto, bon, voilà. Donc ça c'est un gros sujet, un gros enjeu. Et puis après, un des enjeux, c'est toute la partie environnementale, quoi. Tu vois, toute la dette qu'on va créer avec notre consommation numérique. Tu vois. Donc après, ça va être comment on repense l'infra, quand on repense l'architecture, l'USI, la consommation, même le code, tu vois, comment retravailler des algos qui soient plus efficients, plus efficaces, moins consommateurs et tout. Donc, il y a un boulevard encore de boulot. La tech, ça va être un des pourvoyeurs de boulot dans les décennies à venir, tu vois, ça va être un secteur qui va continuer à se développer. Donc, un autre conseil aussi pour les filles, n'hésitez pas à y aller. Tu vois, voilà, vous allez vous éclater, il y a plein de sujets. Et c'est inimaginable aujourd'hui d'avoir des applications, des technos qui se créent, des applications qui sont pensées qui sont conceptualisées que par les hommes, pour les hommes et les femmes. Il y a un vrai sujet dessus, de société. Donc les filles participaient aussi Allez-y, n'hésitez pas. Ces projets, quoi. C'est génial. Super. Merci beaucoup, Hélène. Je t'en prie. J'espère que tu as passé un très bon moment. En tout cas, c'était super. Et on a hâte de voir cet épisode en ligne. Merci Fabien. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On vous retrouve très rapidement dans le prochain épisode pour parler IT, carrière et entrepreneuriat. Salut!